Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Entretien du jour. L'Afrique semble devenir ce théâtre où plus un seul jour ne passe sans que l'actualité ne parle d'actes terroristes. La menace est perceptible partout. Même des pays jadis épargnés sont désormais cités comme étant dans le viseur des terroristes. Je ne voudrais pas citer l'exemple du Bénin. Un centre de réflexion néerlandais a récemment alerté encore sur 3 départements du pays qui seraient exposés et qui connaîtraient déjà même une présence d'extrémistes. Le Nigeria, n'en parlons pas. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, jusqu'en Afrique centrale, mesdames, messieurs, tous ces pays peinent à résister au terrorisme. Et toutes les politiques pensées et mises en œuvre pour l'éradiquer semblent échouer. Faut-il désormais se résigner et ajouter le terrorisme au registre de ces mots dont nous n'arrivons pas et peut-être ne pouvons pas nous débarrasser? Nous retrouvons depuis les États-Unis d'Amérique professeur Juste Kodjo pour en parler. Il est enseignant de sécurité internationale au New Jersey City University, une université américaine où il dirige un programme doctoral en études de sécurité. Il est aussi ancien officier des forces armées béninoises et politologue. Bonjour, professeur Kodjo. Bonjour, monsieur Josso. Merci encore de votre présence à nos côtés. Merci de me recevoir. D'entrée, je vais vous le demander comme ça. Avons-nous échoué en Afrique à lutter contre le terrorisme, professeur Kodjo? Je ne dirais pas que nous avons échoué. Nous faisons face à un phénomène essentiellement complexe. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons certainement pas les derniers. Comme je disais, c'est un phénomène complexe, mais qui aussi s'étend au reste du monde. Les données en la matière font état, si vous prenez par exemple l'année 2019 à elle seule, on a connu à travers le monde 8500 attaques terroristes qui ont fait plus de 20 000 morts à travers le monde. Donc c'est un phénomène complexe, préoccupant, mais aussi global. Et donc nous, en Afrique, c'est vrai que ce n'est que ces dernières années que nous avons progressivement commencé à faire face à cette menace. Mais je crois qu'il est encore trop tôt de dire si nous avons échoué. Néanmoins, il est important de reconnaître que nous avons beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire, à commencer par où, professeur Kodjo? Au départ, sauf erreur de ma part, on parlait d'idéologie religieuse qui se cache derrière ces attaques, mais on se rend de plus en plus compte que même ces religions qu'on dit défendre sont attaquées par ces terroristes. Bien sûr. Alors, il faut d'abord reconnaître que le terrorisme, il faut le voir en tant que tactique utilisée par des gens pour divers objectifs. Donc, vous pouvez avoir un groupe non islamiste qui est engagé dans un combat politique avec le gouvernement central qui va de temps en temps faire usage du terrorisme comme tactique. Il y en a qui font recours à la criminalité comme tactique. Il y en a qui font recours à des attaques militaires, de type militaire classique comme tactique. Et donc, vu sous cet angle, vous comprenez que le terrorisme va au-delà de la question de la religion. Et donc, le prendre sous l'angle de la religion serait en fait fausser le débat. C'est vrai qu'il y a des groupes qui sont connus pour leur utilisation de la religion comme prétexte pour s'engager dans un combat. Et ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest notamment et dans d'autres régions de l'Afrique, tout ça découle aussi quelque part et surtout, je dirais même, de la rivalité entre 2 groupes islamistes majeurs, le groupe Al-Qaïda et le groupe État islamique, qui au plan international sont des rivaux, qui veulent chacun établir leur notoriété, vis-à-vis de ceux qui les financent et vis-à-vis de ceux qui leur procurent des moyens de recrutement personnel. Et donc, pour arriver à cette fin-là, il faut arriver à s'étendre. Il faut arriver à montrer à ceux vers qui on veut se porter comme pour obtenir du soutien qu'on a des tentacules un peu partout dans le monde. Voilà pourquoi vous avez par exemple dans des régions comme les nôtres, certains groupes qui se précipitent pour rechercher une alliance
fait allégeance à l'un de ces deux groupes. Et donc tout ça complique un peu plus la situation. Des groupes comme Boko Haram ou d'autres groupes dans le Sahel qui s'allient à ces deux groupes-là, ça complique un peu l'équation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Je dois toutefois préciser que l'une des complications aussi, bien que étant rivaux au plan international, les sous-groupes régionaux qui s'allient à ces deux groupes parfois font alliance. Donc vous pouvez avoir par exemple un groupe affilié à Al-Qaïda et un autre groupe affilié à l'État islamique qui vont faire alliance dans un pays comme le Burkina Faso pour pouvoir faire face aux réalités locales. Donc vous voyez que tout ça complique un peu plus la donne. Comment comprenez-vous, professeur Kodjo, que même avec la présence de puissances étrangères, je veux parler de la région du Sahel où récemment la France dit revoir son dispositif Barkhane, comment comprenez-vous que même avec cette présence de puissances étrangères aux côtés des pays africains face au terrorisme, qu'on continue de vivre ce que nous vivons dans nos pays? Cela démontre encore une fois la complexité de la question. Voyez-vous, si des pays comme la France, les États-Unis sont impliqués, et malgré cela, nous constatons sur le terrain que ces groupes continuent de s'étendre, ça veut dire que quelque part, il y a problème. Et je vous ai décrit tantôt la rivalité entre les acteurs non étatiques qui compliquent la situation dans notre région, mais aussi, il faut prendre en compte la rivalité entre acteurs étatiques. Et donc, l'action d'un pays comme la France ne peut pas se faire sans prendre en compte, disons, le contexte de rivalité entre elle, donc la France, et d'autres puissances étrangères dans la région, notamment la Russie, les États-Unis qui sont théoriquement un allié de la France, mais de l'autre côté aussi donc des pays comme la Russie, la Turquie dans d'autres régions de l'Afrique, la Chine un peu moins active sur le plan, mais toujours avec des intérêts sur le continent. Donc vous voyez que quelque part, l'action de ces puissances sur le terrain peut être aussi impactée par la rivalité avec les autres puissances qui veulent aussi avoir leur mot à dire dans le contexte. Et ce faisant, les uns n'hésiteront pas à soutenir qui ils estiment être beaucoup plus, disons, ouverts à leurs intérêts. Donc tout ça complique un peu plus la chose. Et déjà, les populations qui vivent les attaques, qui souffrent du terrorisme, elles sont exaspérées, normal, allons-nous dire. Je crois il est important de comprendre l'exaspération des populations. Je vais vous dire, le cas du Mali est parlant. Moi, la première fois que j'ai eu connaissance de la situation malienne remonte à 2005. Donc, je crois, plus de 15 ans en arrière, où j'étais en formation au Burkina avec des officiers maliens. Il y a un d'entre eux qui nous racontait un peu son expérience au front. Il venait directement du front et se réjouissait d'être sorti de ce milieu. Et donc, ça fait plus de 15 ans que ça dure. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans que dans certaines régions, les populations sont exposées à ces menaces au quotidien. Et donc, il faut comprendre à un moment donné qu'elles sont exaspérées, elles sont fatiguées. Et quand elles observent que des troupes ou des pays comme la France ont envoyé des troupes qui sont là sur place depuis près de 10 ans, mais qu'on observe des activités parallèles qui se déroulent, qu'on observe, disons, on ne voit pas une amélioration de la situation, donc quelque part, elles se disent, écoutez, il vaut mieux voir clair dans la situation et peut-être appeler à ce que ces troupes-là s'en aillent et que le pays s'en occupe. Maintenant, les conséquences, ça reste à voir, mais moi je dis, dans chaque pays, la première responsabilité de protéger un État repose fondamentalement sur le gouvernement de ce pays. Vous, en tant que spécialiste des questions de sécurité internationale, si vous aviez des pistes entre-temps à suggérer, selon des cas précis, que diriez-vous en quelques minutes, pour ne pas dire en quelques secondes? Alors, je crois que nous sommes dans une situation où il nous faut tirer expérience des autres pays qui s'en sont sortis ou qui s'en sortent relativement bien, et aussi tirer tirer leçon de la recherche qui a été produite et de la pratique qui se fait ailleurs. Personnellement, de mon point de vue, les réponses des gouvernements africains devraient, comme j'ai dit tantôt, être multidimensionnelles.
Ce que nous enseignons à nos étudiants et autres ici, c'est un concept que nous appelons, par exemple, c'est un sigle que nous appelons le damn feel. Lorsque vous voulez prendre en compte vous voulez élaborer une politique contre le terrorisme, ça prend en compte l'aspect diplomatique, l'aspect de l'information. Je vais peut-être développer si on a le temps. L'aspect militaire, l'aspect économique, l'aspect finance et aussi l'aspect renseignement et enfin l'aspect police, si vous voulez. Donc, damn feel, diplomacy, information, military economics, finance, intelligence and law enforcement. Donc, quand vous prenez ces 7 dimensions-là ensemble et que vous élaborez une politique qui utilise les instruments à la disposition de l'État pour cibler aussi bien des acteurs intérieurs qu'extérieurs, vous avez plus de chances. Je vous donne un exemple assez simple. Prenez le cas du Sri Lanka, qui a fait face au terrorisme ou à un groupe séparatiste qui a fait usage du terrorisme pendant longtemps. Qu'est-ce qui leur a permis finalement de venir à bout de ce mouvement? Après de longues années de lutte armée, il a fallu une stratégie maritime pour couper les sources de ravitaillement au groupe. Donc après de longs mois sans approvisionnement, sans ravitaillement, ces troupes essoufflées de plus en plus étaient moins capables de résister au gouvernement et donc en 2009 finalement le gouvernement a pris le dessus. Donc il nous faut parfois aller au-delà du classique. Il faut comprendre le contexte, il faut analyser les acteurs en présence, locaux comme internationaux, et élaborer une politique qui prenne en compte diverses dimensions, comme je disais. Peut-être une chose à accentuer au plan africain, si on a encore le temps. Prenez par exemple ce que nous appelons les polices de contact. Ce sont des concepts à développer, surtout dans les communautés à risque. Les régions, au Bénin, par exemple, les régions du Nord ou régions frontalières, il faut mettre l'accent sur la police de contact. Il faut même penser peut-être à nommer par exemple des préfets qui soient des anciens de l'appareil sécuritaire, des retraités de l'appareil sécuritaire, soit du renseignement, de la police ou de l'armée, parce que c'est eux qui sont au contact de la réalité. La même chose est valable pour les délégués des villages, les chefs de village, les gens qui sont directement au contact doivent avoir de l'expérience et de l'expertise, un minimum d'expertise dans le domaine de la sécurité. Merci à vous, professeur Juste Kodjo. Je rappelle, vous êtes un enseignant de sécurité internationale au New Jersey City University aux États-Unis d'Amérique. Vous dirigez un programme doctoral en études de sécurité dans cette université. Vous êtes ancien officier des forces armées béninoises. Merci d'avoir répondu à nos questions, mesdames, messieurs. C'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.